cet exercice. Donc je répète, écrire un programme C qui calcule ou qui s'appelle diviseur, qui prend en paramètre un entier n quelconque et qui affiche la liste de tous ces diviseurs. On demande de faire un test de votre solution en testant pour n égale à 6, pour n égale à 17 et n égale à 36. Manuellement, on pourrait faire le calcul pour ces nombres-là. Donc les diviseurs pour ce premier nombre, ça va être le domaine D égale à 1, 6. 6 sont des diviseurs. Ensuite 2, 3. Et puis c'est tout. C'est clair? Regardez, en fait, quand on va calculer par paire. C'est-à-dire, lorsqu'on trouvera un diviseur, on déduira le deuxième en divisant le premier, en divisant le nombre n par le premier diviseur. Par exemple, lorsque je trouverai que 2 est un diviseur, je calculerai 3 en prenant 6 divisé par 2. Donc, on va les calculer par paire. Je calcule donc cette paire-là, et je calcule cette paire-là qui est triviale. Donc, la première paire, c'est 1 plus le nombre, 1n. C'est une paire triviale. Donc, il m'appartient il me faudrait donc chercher les autres. Pour la première paire, il est trivial. Je vais refaire donc manuellement le calcul pour le domaine D pour 17. Le domaine, donc, ou l'ensemble, c'est l'ensemble des diviseurs. Donc, je dois avoir 1, 17. Voici la première paire. Et puis, c'est tout. Puisque 17 est un nombre premier, je ne trouverai aucune autre paire entre les deux. Pour 36, la liste des diviseurs serait égale. Comme j'ai dit, la paire triviale, c'est 1 et le nombre. Après, je vais vérifier pour 2. 2 est bien un diviseur. Donc, 18 est un diviseur. C'est-à-dire, je prends 36 divisé par 2. Je vérifie maintenant pour 3. 3 est aussi un diviseur. Donc, 3 est 12. Je passe à 4. 4 est aussi un diviseur. Donc, 4 est 9. Et puis, 6 est un diviseur. Donc, 6 est lui-même. Mais pour cette paire-là, je dois écrire une seule fois. Donc, si jamais je trouve un nombre qui est le dernier diviseur, tel que le carré égal au nombre n, ce n'est pas la peine de l'écrire deux fois. C'est notamment le cas de 6, pour cet exemple-là, pour n égale à 36. Vous voyez, en fait, je l'ai fait manuellement sur 3 nombres. Donc, en faisant, des fois, ça peut aussi donner la solution. Ça peut on va faire un travail. Certains nombres, en faisant ce travail, vous pouvez déjà avoir une exemple, et ça me donne déjà une idée. La première, c'est que je dois chercher par paire. Un premier coup, une autre chose, c'est quand est-ce que je dois m'arrêter. À quel niveau je dois m'arrêter. Parce que, par exemple, on s'est arrêté à 6. Pour la valeur 36, on s'est arrêté à 6. Ça ne sert à rien d'aller chercher pour 8. On s'arrêterait donc à la racine carrée du nombre. 36 est égal à la racine carrée de 36 est égale à 6. Donc, on s'arrêterait à la racine carrée. À la racine carrée de 6. Au-delà de la racine carrée, on trouverait aucun nombre. Parce que quand on opérait par paire, quand j'ai trouvé deux, par la même occasion, j'ai aussi déduit 18. Donc, ça ne sert à rien de dépasser le carré de 7. Ça s'intéressait surtout pour les grands nombres, pour celles qui on ne s'arrêtait pas au milieu, pas à la moitié, on s'arrêtait bien avant, à la racine carrée. Un autre problème
comment on trouve des nombres parfaits? Moi, je ne sais pas que j'affiche comme ça. Oui, par exemple. Mais un tableau dont le nombre d'éléments est a priori inconnu. Je ne sais pas combien on a d'éléments. C'est clair? Donc, je ne veux pas faire ce genre de résultat. Je ne veux pas faire 1, 36, ensuite 2, 18, ensuite 3, 12. Je ne veux pas calculer comme ça. Parce que si je fais de cette manière, les valeurs que je vais donner ne sont pas dans l'ordre. Donc, si je veux donc afficher dans l'ordre, j'ai besoin d'afficher, chaque fois que je trouverai une paire, j'afficherai que la première valeur de la paire et je préserverai la deuxième valeur en attente. Je la laisserai en attente pour commencer à la faire ou à l'afficher une fois que j'aurai atteint la dernière paire. En d'autres termes, je vais faire de cette manière. Je vais vous expliquer un peu. Je vais expliquer donc une certaine. Bien sûr tomber au fond. Il va se placer au fond. Le 2, j'affiche le 2, j'affiche le 1, j'affiche le 2. J'ai aussi prouvé par la démonstration 18. Je l'avancerai ici. Ensuite, je trouverai le 3 et je rangerai jusqu'à ce que j'arrive à 6. Sortir les valeurs et les mettre à la place, à la suite. Le nombre, quelque chose en. Alors, cette structure, justement, on va lancer les valeurs pour les. Premier que je vais afficher. Vous n'avez pas le nombre d'éléments. Si je calcule pour vous proposer, lorsque on est un programme plus grand et que l'on a d'activité aussi de ce grand programme, on n'a pas le droit de ne pas optimiser dans la première optimiser dans la troisième, comme ça donnerait une solution qui est vraiment, lorsque vous faites des calculs par la suite, vous avez besoin d'un outil qui est en outil, ça ne peut pas optimiser dans des outils calculs, ça va falloir calculer sur l'ensemble. De la manière que j'ai proposée. Si bien sûr vous avez une autre façon, on pourrait y aller. Alors donc allons-y, on va donc se lancer dans le codage. Tout le monde a compris un peu l'idée, comment est-ce qu'on va chercher? C'est clair? Allons-y, on va le faire.
Donc, je vais créer un nouveau projet. On pourrait utiliser les listes chaînées aussi. Les listes chaînées, c'est très mauvais pour les accès. Lorsque vous voulez accéder, ça vous oblige à accéder séquentiellement. D'accord? Ça coûte un peu plus de mémoire. Ça coûte un peu plus de mémoire. Mais ils sont très souples au niveau des opérations d'insertion et de suppression. Ici, on n'a pas à faire d'insertion et de suppression. On veut plutôt juste placer les données pour revenir les afficher vers la fin. Donc, un tableau fera l'affaire. Un simple tableau. Allons-y, s'il vous plaît. Vous me suivez un peu dans le calcul, dans le codage? Je vois que quelques-uns, et je voulais faire la remarque au début de la deuxième séance. Quelques-uns, ils ne suivent pas. Ils sont complètement en vacances. Ça veut dire qu'ils sont là dans la classe, voilà qu'ils ne suivent pas. Je les vois bien. D'accord? Mais des fois, je n'ai pas le temps d'aller vous dire ça. En fait. Je parle à ceux qui sont hors jeu. Je vais donc faire mon projet. Je l'appellerai diviseur. Un projet de type C, je le valide. Je ferme celui-là. Je le sauvegarde. Je vais lui donner donc un emplacement. C'est toujours dans votre dossier de travail. Je lui associe un nouveau dossier que j'appellerai donc diviseur aussi. Et diviseur. Je vais passer. Et voilà, donc j'ai déjà mon projet avec le premier module principal. Alors, je vais faire en une seule fonction. Je vais donc faire une fonction qui fait le tout. Je l'appellerai donc diviseur. Il doit recevoir l'entier. Et qu'est-ce qu'il doit me fournir en contrepartie? La liste. Il doit l'afficher. Je vais l'appeler ici. Diviseur. N. Qui est donné un S. Bien sûr, je dois lire cet entier. L'entier N. Scanf. %D. Adresse de N. Voilà, c'est tout. Mais bien sûr, il faudrait que je définisse la fonction. Attention, le n qu'on a là n'a rien à voir avec le n qu'on a ici. En tout cas, ici, je pourrais dire x, comme ça on pourrait le voir clairement. C'est un paramètre formel, donc on a le droit de le nommer comme on veut. Et puis maintenant, je commence la production de la liste. Alors, puisque je veux afficher, donc comme j'ai dit, en fait, je pourrais donc faire un tableau de notre pile, la pile que j'avais appelée tout à l'heure. Je pourrais l'appeler pile. Là aussi, on ne pourrait pas dire combien d'éléments, combien ça doit contenir d'éléments. Mais si on voudrait le calculer en fonction de x, l'idéal, c'est de mettre un pointeur. Bon, si vous êtes bien d'accord, je vais anticiper comme ça, en utilisant un pointeur. Parce que sinon, vous allez tout de suite me dire pourquoi vous avez choisi de mettre 1000. Cette valeur devient-elle? Pourquoi 1000? Pourquoi 1000 éléments? C'est comme si je suppose que j'aurais à obtenir 1000. Donc la moitié que je vais on a déjà dit que je vais trouver le dépassement pas la racine carrée en fonction de cette valeur. Entier divisé par 2. Donc,
fait. Donc, si vous n'aurez pas de difficulté à comprendre ce que je fais, parce que j'anticipe quand même par rapport à aux notions que nous voulons voir, je vais faire de cette manière. Et je vais dire ça, c'est le pointeur sur la liste de la deuxième moitié de diviseur. C'est une liste qui est dynamique, bien sûr. Alors, je vais la dimensionner en écrivant pile, reçoit, int étoile, malloc. J'ai dit, en fait, j'ai besoin de racine carrée de n sur 2. Racine carrée de n sur 2. Donc, je vais mettre size of sqrt de n divisé par 2, mais j'irai vers l'entier le plus proche. Parce que ça, ce n'est pas un entier. J'aurai à l'entier plus grand, ou au plus petit entier plus grand que cette valeur. Donc, je vais calculer par un int, racine carrée de n sur 2. Tout ça, je le transforme en un entier. Je mettrai un int. C'est le cast dont j'ai parlé tout à l'heure. Et j'ajouterai un 1. Ça donne la partie entière. Donc, si par exemple on a trouvé 2,5, il faudrait que je prenne 3. Clair? En tout cas, en fait, il faudrait que je prenne 3. Par sécurité. Il vaut mieux avoir une case de plus que d'avoir une case de moins. Je vais faire de cette manière. Regardons au niveau des parenthèses si on a tout fait correctement. Attendez juste un petit moment, s'il vous plaît. Oui, ça marche. Size of. Size of de quoi? Non, 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 c'est pas ça. Non, non, non. C'est l'entier. Ça, c'est l'entier, c'est le nombre de cases que je dois multiplier par size of int. Size of int. Parce que c'est des cases entières. Allons-y, s'il vous plaît. Racine de n parce qu'on a uniquement une moitié. Oui, tu as raison, oui. Oui, il faudrait mettre, faut retirer le sur 2, tu as raison. Racine de n plus 1. Racine de n plus 1, que je convertis en un entier. En tout cas, je pourrais convertir d'abord, ensuite ajouter le 1. Donc, int sqr de n plus 1, le tout, multiplié par size of int. Oui, en fait, racine carrée convertie en int. Par size of int. Maintenant, vous notez. Normalement, je besoin que des ensuite. Par un tableau. Commencer par la fin, on écrira. Et à chaque fois, on écrira notre valeur ici. On va donc indiquer où est-ce qu'on est. La manière, c'est de commencer par on prend la première valeur au début. Une fois qu'on aura posé une valeur, on remplit dans ce sens-là.
quel niveau on est arrivé dans la pile. Dans lequel je vais taper mes diviseurs. Alors, chaque fois que je possède le diviseur, que je démobilise, c'est le suivant. Donc, j'ai besoin de cet indicateur qui va m'indiquer à quel niveau je trouve. Alors, c'est une partie qui est appelée sommet. On va poser le 12, sommet. Je dois l'ajouter. Je vais l'ajouter ici, à ce niveau-là. Je vais donc, c'est un entier que j'appellerai sommet. Et comme au début la pile serait vide, je mettrai le sommet à 0. Clair? Alors maintenant, je commence la recherche. Donc la première des choses que je vais faire, c'est d'écrire le premier nombre. Écrire D égale, je vais l'écrire de cette manière, comme ce que j'étais en train de faire sur mon document. %D. Bon, on pourrait écrire directement 1, parce que 1, on le trouverait toujours. Virgule. Bon, la virgule, je la fais pas. Comme ça, chaque fois que je trouverai une valeur, je fais la virgule et je continue. Je ferme de cette manière. Ça, c'est un premier affichage. Et par la même occasion, je vais aller poser dans la pile. À quel niveau? Au niveau du sommet. C'est pourquoi on a initialisé le sommet à 0. Donc, on est en train d'écrire l'autre valeur à la cellule 0. Et je pourrais même profiter de cette écriture en faisant avancer le sommet. Parce que lorsque j'aurai écrit le X, je dois donc déplacer le sommet pour se positionner en face de la deuxième cellule. C'est clair? Ce X, c'est lequel? C'est le nombre pour lequel je veux chercher les diviseurs. Donc, comme j'ai écrit le 1, c'est ça la première valeur de la paire, il faudrait que je préserve le X. Donc, on a déjà une première paire, 1 et N. 1, N à la position sommet, sachant que le sommet était à 0. Je les mets à la position 0, à la première. Et j'ai tout de suite fait incrémenter le sommet. Maintenant, il faut que j'aille chercher le deuxième. Oui, c'est un tableau. C'est un tableau, on le voit comme un. Parce qu'il y a une différence entre le tableau et le tableau. Quand j'ai modélisé par le tableau, ça c'est une adresse. La seule différence qui est un tableau, le tableau il est aussi faisable parce que, puisque c'est une adresse, donc il est comme un tableau, puisque un tableau est une adresse. D'ailleurs, quand vous écrivez le nom d'un tableau, vous désignez l'adresse du début. Et quand vous mettez quelque chose entre crochets, vous indiquez de combien vous devez décaler le contenu de. Un espace mémoire de 10 cases. Qui pointe au début. Dans ce cas-là, cette notation. La première case, vos schémas, ils se ressemblent. Pas de différence. C'est comme ça. X, étoile, T.
Alors, c'est grâce à cette ligne-là, l'espace mémoire, on pourrait bien les numéroter logiquement. Qu'est-ce qu'il en fait? Aussi la différence entre cette image et cette image. Donc, tout ce que tu peux faire, tu pourrais même faire ça avec cette écriture-là. Flèche, il est soudé. Donc, la valeur de T ici, c'est par ce T-là, c'est la seule différence. Donc, un pointeur, ça généralise la notion de tableau. La notion du tableau. Avec le pointeur, mais de changer cette adresse. Tu peux bien faire parce que cette flèche, il est à changer. Va se ranger dans 0. On a fait plus après. On n'a pas fait avant. C'est là comme j'ai expliqué la va apparaître au niveau de la valeur de l'expression. L'écriture se fait dans une expression. Je peux accéder à ce niveau et une fois fait, que ce promène va bouger à la valeur suivante. Je vais donc continuer. Maintenant, j'ai besoin de faire une boucle en mettant x++. Je pourrais même le faire ici, si vous voulez. Là. Ça me permettrait de gagner une ligne. Ah non, 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 pas ici. Non, je suis désolé. Non. J'ai besoin de calculer un diviseur. Donc, de déclarer un diviseur. Le prochain diviseur. Et que je pourrais même initialiser à 2. Je suppose que 2 est un diviseur. Donc, c'est à moi de montrer qu'il l'est bien. Donc, je vais mettre tant que D est inférieur à la racine carrée de x, qu'est-ce que je dois faire alors? Je dois examiner si ce D est un diviseur. Pour l'examiner, c'est très simple, il suffit juste de voir le modulo. Il faut voir est-ce que x modulo D, est-ce qu'il est égal à 0? Si oui, alors D est un diviseur. Qu'est-ce que j'en fais alors? Je l'affiche, je l'imprime. Donc je vais écrire print f %d virgule. Chaque fois, non, je commence par la virgule. Parce que j'ai déjà écrit le 1, donc le prochain diviseur, il faut que je le mette juste après que j'aurai mis une virgule. Et puis, je mettrai donc le D. Et par la même occasion, qu'est-ce que je dois faire en plus? Je dois aller écrire le X sur D. Je le range dans la pile. Donc, je mettrai pile, encore une fois, pile 2, somme plus plus, reçoit X sur D. Celui-là, je le retarde. Je ne veux pas l'afficher tout de suite. Donc, je suis en train de le sauvegarder dans la pile. Ce n'est qu'à la fin que je vais commencer à afficher. Alors,
Et puis, je fais bouger le D. Je mettrai donc D plus plus. Avec quoi? Où ça? Dans ma langue? Pile? SQRT de... Oui, 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 tu as raison, oui. De X. Exact. Donc, c'est bon, jusqu'à ici. Donc, tout est bien. Alors, on doit augmenter ce D uniquement si la condition est vraie. Donc, on pourrait augmenter le D, même dans l'autre cas. Donc, on fait l'augmentation ici. L'incrémentation, on l'a fait à l'extérieur du if, de façon inconditionnelle. On va toujours incrémenter. Et justement, là, on pourrait montrer que on va arriver à cette condition qui ne serait plus vraie. On va arriver au fait que cette condition ne serait plus vraie. Comme D, il ne cesse d'augmenter, et comme on compare avec une valeur qui est fixe, qui n'a jamais changé, donc forcément, on va y arriver à un moment donné. Donc ici, la finitude, il est bien vérifié. Une fois que je sors de la boucle, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Ben, il me reste à afficher ce que j'avais mis dans la pile. Je commence donc à dépiler. Je commence à retirer les données, mais dans l'ordre inverse de leur. Je ne commence pas comme moi j'ai dit. À l'extérieur, en mettant fort. Sommet, je ne l'initialise pas. Sommet, il est déjà à sa place. Comment? 1, plus. Mais c'est pas grave. Vous savez, en fait, on préparait déjà la cellule suivante. C'est pourquoi on fait bouger à chaque fois. Maintenant, je ferai l'inverse. Je ferai donc un moins. Sauf que ici, j'ai mis le plus après. Donc, je mets le moins avant. Et je ferai toujours un accès avant de décaler. Dans l'autre cas, on fait un décalage avant d'accéder. Donc, je dirais, tant que ce sommet est supérieur à 0, il faut traiter le cas 0. Est-ce qu'on doit traiter le cas 0? On va dire sommet, supérieur strictement. S'il est supérieur strictement, on continue à faire. Mais je sais bien qu'il est après la cellule qu'on va traiter. Donc, on s'arrêtera à 1. Si sommet égale à 1, on entre. Mais comme on le décrémente, donc c'est pour aller traiter la dernière cellule qui est 0. Donc, ça nous permettrait de traiter tout. Donc, tant que sommet est supérieur strictement à 0, bon, je pourrais sauter cette condition, cette expression 3, parce que je vais la faire à l'intérieur de l'accès. Je dirais afficher quoi? La virgule d'abord, ensuite un pourcent D, et ce que je vais afficher, c'est la pile de moins. C'est là où il y a la décrémentation de la boucle. Donc, soit que vous mettez ici sommet tout court et vous décrémentez dans le fort, soit que vous sautez l'expression de la boucle fort, sommet. Voilà, c'est tout. Ça va donc traiter l'affichage. Il me reste un dernier affichage à la fin, c'est d'afficher l'accolade fermante. La parenthèse, ou plutôt l'accolade. Une accolade fermante. On veut calculer le nombre, c'est bien ça? Non, on ne veut pas calculer le nombre. C'est bon, donc comme ça c'est suffisant. On pourrait relire pour une autre fois, pour chercher éventuellement une erreur. Oui. Il manque quoi? Au sein? Non? À quel niveau, s'il vous plaît? Dans le sommet? Dans l'appel à diviseur? À quel niveau? Dites-moi à quel niveau? Dans main? À quel niveau? Dans main. Alors, en bas encore? Ici? Ah, oui. Ah, d'accord, très bien. Diviseur. Bien, donc j'enregistre. Il manque un point virgule? À quel niveau? Ah oui.
Quoi d'autre? Y a-t-il une autre correction à faire? Je pense que c'est bon. En tout cas, on compile pour voir si tout va bien. C'est bon. Et on exécute aussi pour voir si tout va bien. Alors, je vais donc essayer pour 36 parce que c'est... Ah, mais on n'a pas réglé le problème de... On n'a pas réglé le problème du début de... On va avoir ce cas-là. En tout cas, je vais le voir. Et puis le 6, on a nulle part. Le 6. On a complètement sauté. C'est-à-dire on a un affichage qu'on a manqué. À quoi? Ah oui, 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 oui. Exact. Il faut mettre ou égal, parce que dans le cas où on a un carré parfait, donc il faut le traiter. Et là, ça va donner le 6 deux fois. Le 6, il s'affiche deux fois. Donc pour ce cas-là, comment est-ce qu'on va y arriver? Ici. Oui. À quel niveau? Quand on est en train d'écrire dans la pile, c'est un if qu'on va répéter inutilement. Donc on préfère l'écrire. Voilà, quand on va afficher, on fait un seul test. Là, là, là. Là, le dernier nombre qu'on a écrit là, le dernier D, on ne l'a pas changé. Il est toujours là. Le dernier D qu'on a écrit. Parce que quand on écrit, on passe et on l'incrémente toutefois. On l'incrémente. Donc, je reviendrai comparer le premier nombre que je vais faire sortir de la pile. Je pourrais donc le faire de cette manière. Je le ferai juste par un test. If D moins 1 est égal à pile de quoi? De sommet moins 1. Si tel est le cas, qu'est-ce que je fais alors? Je fais un sommet moins moins. Et là, pourquoi j'ai tenu à faire comme ça? Parce que je l'ai fait en dehors de toute boucle. Je l'ai fait en dehors de toute boucle. Donc, il ne va pas se répéter. C'est clair? Alors que si je l'avais fait à l'intérieur de la boucle, j'aurais à le répéter inutilement pour certains cas, lorsqu'on est loin de ce cas. Et ça nous a coûté quand même une case de plus au niveau mémoire. Vaut mieux en avoir de plus et de le temps que j'avais affiché. Et là, il ne faut pas que je mette 100 mémoire. Cette condition est vraie, c'est là où je vais faire 100 mémoire. Comme ça, je ne traite pas. Je ne traite pas. Je vais donc le vérifier avec le même nombre. Voilà, ici, on affiche le 6 une seule fois. Je le vérifie aussi pour les autres nombres. Par exemple, pour 17, il faut qu'il affiche uniquement 1 et 17. Il y a des exceptions. Le 1 et le 1. Ça, c'est mauvais. Ça, on ne l'a pas traité. En tout cas, c'est un cas exceptionnel qu'il faut enlever. Si je mets 1, il va afficher 1, 1. Non, non, non. Il affiche que 1. Parce qu'on a écrit 1 et on a écrit 1 dans la Bible et on a fait ce test. Donc, quelles sont les
En tout cas, d'après ce qu'on a fait, je pense qu'il affichera 0. Il affichera le 1 et le 0. Le 1 et le 0. Pourquoi le 1? Parce que on a toujours mis le 1. Donc, si on voudrait donc s'en sortir, on va juste mettre comme ça. Là, je vais le faire de cette manière. On va dire if x est égal à 0, je ferai quoi alors? Tout nombre, l'ensemble des diviseurs est et R et n. Tout entier, un et diviseur. Infinité de diviseurs. On pourrait faire de cette manière. Bien sûr, pour ne pas faire la suite, c'est pas la peine de mettre i, s, donc on mettra i, little, donc on sort. Si cette condition n'est pas vraie, on vient faire notre cas. Regardez, je vais donc l'essayer. Donc si je rentre 0, j'aurai droit à ce message. Tout entier diviseur, j'ai oublié de faire un retour à la ligne. Donc j'afficherai par puts. Comme ça, je m'en sors. Puts. Donc si je rentre 0, il affiche tout entier diviseur. Et puis on sort. Voilà donc pour cet exercice-là. Pourquoi vous commencez à ramasser vos affaires avant même l'heure? Il reste, je vous dirai combien il reste.